Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée du premier Borders Forum organisé par la MOT, la mission opérationnelle transfrontalière. Je suis Marianne Malaise, directrice de mission Ville durable et internationale à FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, et c'est moi qui vais vous accompagner ce matin. Alors avant de commencer cette deuxième journée, peut-être quelques informations pratiques. Cette journée est traduite en simultané. Vous pouvez choisir sous votre écran en quelle langue vous souhaitez la suivre, et d'ailleurs on en profite pour remercier les interprètes. Vous pouvez aussi bien sûr poser tout au long de la journée vos questions sur l'application Slido, et les questions nous seront après retransmises pour les poser aux intervenants. N'hésitez pas d'ailleurs à préciser à quel intervenant votre question s'adresse. Et puis enfin, n'hésitez pas non plus à communiquer et puis à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Borders Forum. Alors après ces quelques rappels d'usage, je vous propose que nous commencions notre journée. Nous accueillons donc Jean Jouzel, climatologue et grand scientifique, pour une intervention introductive sur les défis environnementaux et climatiques, bien sûr, et sur leur lien avec les territoires. Jean Jouzel, c'est à vous. Bonjour Marianne, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être invité à intervenir sur ces aspects transfrontaliers du réchauffement climatique. Et donc c'est une introduction assez générale effectivement, avec quelques rappels, en particulier celui de la réalité du réchauffement climatique. Voilà, donc la première diapositive vous montre le réchauffement que nous avons connu jusque l'année record est 2016, et en fait les 6 dernières années vont être les 6 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Donc, alors je ne sais pas si on voit les diapos, c'est à l'écran. Oui, donc ce réchauffement est très marqué, et ce n'est pas une surprise puisque ce réchauffement, effectivement, disons que deuxième diapositive, nous avons émis des gaz à effet de serre de façon de plus en plus importante depuis une cinquantaine d'années. Nos émissions de gaz à effet de serre ont doublé depuis au cours des 50 dernières années. Entre 1970, 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2, 2019, 54 milliards de tonnes, dont 37 milliards liés aux combustibles fossiles, 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards liés à la fabrication du ciment. Et je crois que c'est pas la bonne diapo, Johan, c'est la seconde diapo, si c'est possible. Voilà. Et disons une dizaine de milliards de tonnes liées aux autres gaz à effet de serre équivalent CO2. Alors le résultat net, diapo suivante, c'est que les concentrations de ces composés à effet de serre, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, ont augmenté de façon importante depuis aussi au cours du XXe siècle, et depuis, avec une augmentation de 40% pour le gaz carbonique, plus que doublé pour le méthane, et une augmentation de 20% pour le protoxyde d'azote, avec comme résultat en fait d'augmenter la quantité de chaleur disponible pour assurer l'équilibre thermique de l'atmosphère, de l'océan de surface, des glaces et des surfaces continentales. En fait, ça correspond, l'augmentation de l'effet de serre correspond à une augmentation de cette énergie disponible de l'ordre de 1% une fois qu'on a tenu compte de la pollution qui, elle, contrecarre une partie de ce réchauffement, la pollution au sens trivial du terme. Donc, bien sûr, pas besoin de redire que ces émissions n'ont pas de frontières, évidemment, puisque les émissions de ces gaz à effet de serre se mélangent très rapidement dans l'atmosphère. Au bout d'un an, le signal est complètement mélangé, même s'il y a effectivement des variations saisonnières. Voilà, donc 1% d'énergie supplémentaire, et ce qui est important, diapositive suivante, c'est que de ce 1%, eh bien, il n'y a que 1% utilisé par l'atmosphère. Évidemment, c'est important de suivre les réchauffements là où nous vivons, à la surface de la planète, mais l'essentiel de cette chaleur va dans l'océan, 93% vont dans l'océan, et la réalité du réchauffement climatique, c'est dans l'océan qu'il faut aller la vérifier. Elle se vérifie, je dirais, largement à travers l'élévation du niveau de la mer. Nous en sommes à entre 3 et 4 mm par an, 1 mm lié disons à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe et il se dilate, et pratiquement l'essentiel du reste qui est à la fonte des glaces, les glaciers continentaux, mais depuis une vingtaine d'années, le Groenland et l'Antarctique. En fait, donc cette élévation du niveau de la mer nous donne une double indication du réchauffement climatique, à savoir le réchauffement de l'océan et puis la fonte des glaces. En fait, bien sûr, une fois, disons-nous, c'est à partir de ces
de ce constat que nous affirmons, que le GIEC affirme que le réchauffement est sans équivoque, pour nous c'est une certitude, et nous avons franchi une étape supplémentaire en affirmant de façon très claire et de façon quasi certaine que ce réchauffement était pour l'essentiel lié aux activités humaines. Nous sommes dans un monde dont nous avons déjà modifié le climat, et disons, j'irai même plus loin, le climat que nous connaissons aujourd'hui est celui que nous envisagions, que les modélisateurs du climat envisageaient il y a une trentaine d'années, aussi bien en termes de rythme de réchauffement, 1,2 degré par décennie, en termes d'amplification du réchauffement dans les régions polaires de l'hémisphère nord, dans l'Arctique, en termes d'élévation du niveau de la mer, cette accélération observée était prévue, et aussi en termes d'accélération, d'amplification des événements extrêmes. Donc nous sommes dans un monde malheureusement tel qu'il avait été envisagé il y a une trentaine d'années, et ça doit nous amener à prendre au sérieux ce qu'envisagent les modélisateurs à horizon de 2050 et au-delà. Alors qu'envisagent-ils? Diapo suivante, eh bien, d'abord, le climat des 20-30 prochaines années est pratiquement joué, et c'est après 2050 qu'il faut aller voir l'évolution du réchauffement climatique. Si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement, eh bien, nous irions vers des températures de 4 à 5 degrés plus élevées en moyenne, jusqu'à 10 degrés plus élevés dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, des réchauffement moins important sur l'océan, plus important sur les continents. Donc cela, c'est vraiment ce vers quoi nous irions si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, avec des conséquences, diapo suivante, qui sont dans tous les domaines. Alors voilà, en fait, on les classe en 5 catégories, avec des degrés de risque d'indétectable à élevé, voire très élevé. Et il n'y a pas de surprise. Dans le cas d'un scénario émetteur, quand nous allons vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle, eh bien, tous les voyants sont au rouge, quelle que soit la catégorie de conséquences vers lesquelles nous nous tournons. Eh bien, disons, ces conséquences sont élevées, voire très élevées. Alors de quoi s'agit-il? Voilà, on peut parler de l'acidification de l'océan, c'est quelque chose d'important en fait, disons des 44 milliards de tonnes de CO2 émises chaque année, il y a à peu près une bonne dizaine de milliards qui sont absorbés par l'océan, c'est bien, mais c'est aux dépens de l'océan qui s'acidifie. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du siècle dernier. Dans cette hypothèse, disons, d'un scénario émetteur, eh bien, nous irions vers un doublement de l'acidité de l'océan par rapport au début du XXe siècle à la fin de ce siècle, avec des conséquences, par exemple, sur les récifs coralliens qui seraient largement mis à mal à travers cette acidification de l'océan, mais aussi du réchauffement climatique. Des événements extrêmes dont nous avons la perception qu'ils deviennent soit plus fréquents, soit plus intenses, et cela, ça se poursuivra dans tous les domaines, sécheresse, inondations, cyclones, vagues de chaleur, ensuite des conséquences sur les populations, voilà, bien sûr, de la sécurité alimentaire qui sera mise à mal, disons aussi bien les ressources en eau, les aspects liés à la pollution, les aspects de santé et d'environnement. Il y a aussi des conséquences sur ce qui nous entoure. Les pertes de biodiversité seraient accélérées en cas de réchauffement climatique important, tout simplement parce que certaines espèces auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques, et puis des conséquences également avec des phénomènes irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer, qui en cas de réchauffement disons, important au cours du XXe siècle, verrait très probablement à longue échéance, à échéance multiséculaire, voire millénaire, la fonte du Groenland, et cela, ça correspond à 7 mètres supplémentaires d'élévation du niveau de la mer. Mais dans ce contexte d'un réchauffement non maîtrisé, nous irions en tout état de cause vers une élévation du niveau de la mer de l'ordre jusqu'à 1 mètre à la fin de ce siècle. Donc voilà des conséquences, et quand on regarde l'ensemble des conséquences, et là c'est important aussi en termes des populations, eh bien le premier risque du réchauffement climatique, c'est probablement l'accroissement des inégalités. C'est vrai entre pays pauvres et pays riches, mais c'est vrai aussi dans des régions comme le nôtre, comme l'Europe, où ce sont généralement, en France également, ce sont généralement les couches les
moins aisées de la population qui sont les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique. Alors, quelques conséquences maintenant, en montrant bien sûr là aussi que ces conséquences du réchauffement climatique ignorent les frontières. C'est très clair, c'est vrai pour le réchauffement climatique, pour l'élévation du niveau de la mer, voilà, dont j'ai déjà parlé avec ce risque d'élévation du niveau de la mer jusqu'à 7 mètres, et des conséquences, on le voit au niveau européen, très importantes. Cette carte, diapo suivante, nous montre les zones de l'Europe qui seraient pratiquement sous l'eau, alors pas forcément tout le temps, mais en tout cas qui seraient inondées de façon irrégulière au moment des grandes marées. Dans le cas des, disons, à partir de 2050, on voit que la mer du Nord, par exemple, est très affectée, avec que ce soit du côté français, du côté belge ou du côté bien sûr néerlandais ou hollandais, mais aussi il y a aussi des zones du sud de l'Angleterre qui risquent d'être affectées. On voit bien que ce réchauffement climatique, ses conséquences sur le niveau de la mer, évidemment, on doit, je crois, en tenir compte quand on s'intéresse à ces problèmes, mais aussi une chose que je n'ai pas encore dite, mais c'est que les ressources halieutiques aussi, évidemment, risquent d'être affectées, en tout cas modifiées. Il y a peut-être certaines ressources qui risquent d'être, disons, plus importantes, mais c'est généralement pas le cas. Et donc, les questions se posent aussi pour toute, disons, l'économie basée sur la pêche et généralement les ressources halieutiques. Donc ça, c'est un point important. D'autres conséquences dont on voit aussi qu'elles n'ont pas de frontières, ce sont évidemment les précipitations. Diapo suivante, je crois. Donc, quand on regarde l'Europe, eh bien, on voit bien qu'il y a des régions qui vont devenir plus, disons, avec des précipitations plus importantes, et, et avec des précipitations plus importantes, c'est plutôt le nord de l'Europe, l'ensemble du nord de l'Europe l'hiver, tandis que l'été, eh bien, il y aurait moins de précipitations. Voilà, sur en particulier tout le bassin méditerranéen. Et là aussi, c'est vraiment l'ensemble du bassin méditerranéen qui est vraiment affecté à la fois par une diminution des précipitations, mais aussi par une augmentation de l'évaporation, ce qui conduit à des quantités d'eau disponibles beaucoup moins importantes. Et évidemment, il y a aussi dans ces régions la question qui reste posée des événements méditerranéens. Nous en avons en mémoire, disons, il y a pratiquement au cours du dernier mois, du mois d'octobre, nous avons eu ces événements à la fois sur les Alpes-Maritimes et puis sur le versant italien. Donc, ces événements méditerranéens ont fait, disons, un certain nombre de victimes, et il y a eu des conséquences dans ces vallées alpines très importantes, qu'elles soient, disons, du côté de la France ou du côté de l'Italie. Et donc, cela, c'est aussi une caractéristique de ces événements méditerranéens. Alors, le point suivant, c'est vraiment les populations sont affectées. En cas de réchauffement climatique important, eh bien, au-delà de 3 degrés, donc là, d'abord ensuite, ce sont les feux de forêt que je vous montre ici d'abord. Et les feux de forêt, eh bien, là aussi, disons, l'ensemble des régions méditerranéennes sont affectées actuellement, mais on voit que d'autres régions pourraient être affectées par les feux de forêt à échéance de 2050 en cas de réchauffement climatique. C'est par exemple le cas du centre et l'ouest de la France, et même des régions qui ne le sont pas du tout actuellement pourraient devenir un peu à risque. En fait, l'ensemble de l'Europe, il y aurait, dans le cas d'un réchauffement climatique important, plus de risques de feux de forêt, sauf peut-être sur le Grand Nord, mais même, disons, l'an dernier, nous avons connu qu'il y a eu des feux de forêt dans le sud de la Suède qui étaient loin d'être négligeables. Alors, sur les santé des populations, ça c'est quelque chose qui aurait aussi des conséquences importantes au niveau de l'Europe. En fait, au niveau de l'Europe, il y a à peu près 3000 morts chaque année liées au réchauffement climatique. Et c'est en moyenne, hein, bon, il faut oublier le chiffre de 2003, c'était 75 000 décès en 2003 supplémentaires. En moyenne, c'est 3000, mais ce nombre pourrait être multiplié par 30 ou 40 en cas de réchauffement climatique important. Il faut bien voir que ces victimes du réchauffement climatique seraient pour 99% dues aux vagues de chaleur. Un des problèmes auxquels fera face l'Europe, et là aussi, bien sûr, ça vaut d'un côté ou l'autre des frontières que nous avons. Ce qui est important, bien sûr, c'est plutôt la topographie, la géographie. On en reparlera dans l'adaptation. L'adaptation est différente dans les massifs montagneux, bien sûr, dans les régions côtières. C'est cela aussi qu'il faut prendre en compte.
Mais ces victimes, eh bien, l'essentiel de ces victimes, c'est lié à l'augmentation des vagues de chaleur. Il faut bien, le constat, c'est que les pics de chaleur en cas d'un réchauffement, eh bien, augmentent à peu près entre 2 et 3 fois plus rapidement que les températures moyennes. C'est-à-dire qu'avec 4 à 5 degrés de plus, eh bien, on pourra avoir des pics de chaleur qui augmentent de 10 degrés supplémentaires. Et donc, des températures de 50 degrés, alors de façon ponctuelle évidemment, hein, et irrégulière, pourraient être observées en cas de réchauffement climatique important en Europe dans la deuxième partie de ce siècle, avec des conséquences évidemment sur nos métropoles et sur des régions importantes, parce que c'était, en tout cas, ce serait la principale cause de décès. Hein, quand je montre ces cartes des décès à échéance de 2050, eh bien, ou au-delà, c'est évidemment, ce sont les vagues de chaleur qui sont en premier lieu la cause. Alors, la France, je pense que c'est important de regarder aussi peut-être bien le réchauffement est bien là, avec l'année la plus chaude jusqu'ici, qui a été 2018, et des conséquences, bien sûr, le réchauffement est important en France, j'en ai parlé au niveau européen, et bien sûr, là aussi, la France sera affectée, mais elle est affectée. Il y a aussi un point que je mets ici en exergue, c'est le débit des fleuves et des rivières dans les diapositives suivantes. Merci Johan. Eh bien, le débit des fleuves et des rivières sera affecté sur l'ensemble de la France et en fait sur l'ensemble de l'Europe, pour une raison, même dans les régions comme le nord de la France où les précipitations ne seraient pas tellement affectées, au moins en valeur moyenne annuelle, eh bien, il y a plus d'évaporation en cas de réchauffement et donc moins d'eau de surface qui circule, avec des diminutions sur le bassin Seine-Normandie de 10 à 40%, mais nos grands fleuves frontaliers ou les grands fleuves qui, disons, on peut bien sûr penser au Rhin, à la Meuse, mais aussi, enfin, bien sûr, qui traversent les frontières, ou bien sûr le Rhône, verront leur débit modifié. Et donc, c'est très important pour l'économie de ces régions, que ce soit pour l'hydroélectricité, le tourisme, l'irrigation pour dans certains cas, bien sûr. Donc c'est un paramètre très très important et qui, en termes de, disons, d'éléments très transfrontaliers, peut avoir des conséquences, doit être pris très très au sérieux. C'est encore plus marqué pour les débits d'été. Les débits d'étiage seraient affectés de façon encore plus importante et on voit dans cette diapo, dans la seconde diapo, on voit effectivement ces débits d'étiage qui sont affectés de façon importante, et ça peut être le cas du Rhin. Donc on a déjà observé des diminutions du débit du Rhin, et ça peut être aussi le cas du Rhône, évidemment, ces grands fleuves qui sont intéressants disons effectivement quand on se penche sur les aspects transfrontaliers et leur gestion forcément entre différents territoires, différents pays, et on voit bien disons l'attention qu'il faut porter à ce débit des grands fleuves et des rivières à ce niveau. Alors, disons que je vais arrêter par rapport à ces conséquences en disant, en résumant que ces conséquences, eh bien, elles se moquent des frontières, c'est très clair. Ce qui est, disons, le commun dénominateur de ces conséquences, c'est plus la géographie, la topographie. Évidemment, disons, les villes côtières dans les régions vulnérables par rapport au niveau de la mer vont avoir disons, des mesures d'adaptation à prendre de concert, évidemment, mais c'est vrai aussi pour les régions alpines, toutes les régions alpines ont là aussi un commun dénominateur en termes d'adaptation, de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi d'adaptation, d'autant plus que le réchauffement disons, est peut-être plus important en altitude, donc il y a vraiment aussi sur ces territoires alpins vraiment un commun dénominateur en termes de nécessité d'adaptation au réchauffement climatique. C'est vrai aussi d'un côté et de l'autre du Rhin par rapport évidemment à la capacité d'irrigation, au développement de l'agriculture dans les territoires. Donc pratiquement c'est là qu'il faut regarder disons la façon d'aborder l'adaptation de façon commune d'un côté et de l'autre des frontières, par rapport au débit d'un fleuve, par rapport à la vulnérabilité
disons, à l'élévation du niveau de la mer ou par rapport à des aspects spécifiques des massifs alpins, qu'on parle de tourisme hivernal et évidemment qui devrait être largement modifié dans sa conception. Voilà, donc alors je vais arrêter avec les conséquences et parler un peu des solutions, parce que là aussi il faut, je crois, se serrer les coudes si on veut mettre des solutions. Ces solutions, on les connaît, c'est bien sûr l'accord de Paris, donc la Convention climat, avec cette nécessité, cet objectif de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. C'est l'accord de Paris, donc la Convention climat au départ n'avait pas d'objectif chiffré. Elles se mettent en place en 1992 et puis, disons, chaque année, il y a sauf cette année malheureusement, je dirais, il y a ces conférences climat. Voilà, l'accord de Paris, lui, devient il n'y avait pas d'objectif quantitatif, d'objectif chiffré dans la version initiale de la Convention climat, mais l'accord de Paris affiche des objectifs chiffrés, effectivement, cette nécessité de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. C'est important, et même 1 demi-degré, ça compte. Ce serait beaucoup mieux du point de vue du climatologue de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, à 1,5 degré, c'est-à-dire 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui, plutôt qu'en deçà de 2 degrés, c'est-à-dire 1 degré de plus qu'aujourd'hui. Nous avons déjà pris pratiquement 1 degré par rapport au pré-industriel. Alors, où en sommes-nous? Et je vais, je crois, en terminer là, sur ce dernier transparent. Où en sommes-nous? Eh bien, l'accord de Paris, merci, si on peut voir je crois qu'il y a encore un transparent. Oui. Donc, où en sommes-nous? Alors, je reprends le chiffre, disons, des émissions de 2019. Alors, évidemment, la pandémie va conduire à une diminution des émissions. Probablement, nous devrions être autour de 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2020. Mais partant de ce chiffre de 54 milliards, eh bien, si on veut avoir disons, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, nous irions vers des réchauffements de 4 à 5 degrés, vers des émissions de 65 à 70 milliards de tonnes en 2030. Avec l'accord de Paris, avec les engagements actuels, nous irions vers des émissions de 55 milliards de tonnes à horizon 2030 et des réchauffements de 3 à 3,5 degrés, ce qui est beaucoup trop par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, et la capacité d'adaptation est intéressante mais limitée. C'est bien l'esprit de l'accord de Paris. Et si nous voulions rester autour de 2 degrés, il faudrait passer à 40 milliards de tonnes en 2030 et pratiquement diviser par 2 pour avoir des chances de rester sur des trajectoires 1,5 degré. Donc on voit bien que l'objectif est ambitieux. Enfin, disons, nous avons toujours, notre communauté dit, disons, la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de façon rapide et importante, et nous n'en avons pas terminé en 2030, puisque c'est cette neutralité carbone qui doit être visée dans tous les cas si on veut stabiliser le climat. Alors si on se contente de 2 degrés, eh bien la stabilisation du climat serait pour 2070, non, la stabilisation, disons, la neutralité carbone plutôt pourrait être visée en 2070, mais pour 1,5 degré, ce qui est, je redis, souhaitable, eh bien, il faudrait une neutralité climat à horizon 2050. Et là, ce sont aussi toutes les régions qui sont concernées tous les secteurs d'activité sont concernés. C'est ça qui est important comme message. Eh bien, aussi bien pour l'adaptation, pour les émissions, pour des décisions de territoire, eh bien, je crois que ce réchauffement climatique n'a pas de frontières, et c'est en ce sens que c'est évidemment un élément important d'une stratégie transfrontalière, je dirais dynamique. Voilà, donc il ne faut pas baisser les bras. Il y a quand même des annonces alors je voudrais terminer sur une note positive. Il y a bien sûr, je me suis moi-même impliqué avec Pierre Laroutourou, disons cette ambition transfrontalière peut être, je crois, mise en avant par l'Europe. Je suis profondément européen. Nous avons pris l'initiative avec Pierre Laroutourou de ce projet d'impact finance-climat qui va son chemin, évidemment, au niveau européen, qui est essentiel.
Et il y a aussi des annonces quand même qui nous donnent un peu de baume au cœur. L'annonce d'objectifs de neutralité climat à horizon 2060 pour la Chine, à horizon 2050 pour l'Europe, et bien sûr Joe Biden annoncera également à horizon 2050 pour les États-Unis. C'est déjà le cas aussi pour la Corée du Sud, pour également le Japon. Il y a largement les 2/3 des émissions, disons les pays émetteurs des 2/3 des émissions ont clairement annoncé une neutralité carbone. Alors, quelle confiance accorder à ces annonces? Bon, j'espère qu'on peut leur accorder une certaine confiance. Disons, c'est important, ces annonces, c'est essentiel et c'est indispensable si on veut effectivement maîtriser le réchauffement climatique de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Jouzel. Et puis merci de finir aussi sur cette note positive, parce que je pense qu'en plus dans la période, on en a probablement tous besoin. Je vous pose juste une question très courte qui nous a été posée par l'application Slido sur certains auteurs qui parlent de planetary boundaries. Est-ce que vous pouvez nous faire justement ce lien entre les frontières des États et ces frontières environnementales? Oui, il y a des frontières environnementales qui toutes n'ont pas de frontières. Ça, disons bien sûr, le réchauffement climatique en est une, mais ça va aussi sur la disponibilité, bon, la pollution également, ça va aussi sur la disponibilité de, par exemple, le cycle du phosphore est très important, le cycle de l'azote. Donc, il y a à peu près 10, dans ce travail de Conrad Steffen et des co-auteurs, il y a vraiment ces limites planétaires, et ces limites planétaires n'ont vraiment pas de frontières. Quand on regarde le cycle du phosphore, le cycle de l'azote, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, les problèmes de pollution, on voit bien qu'ils n'ont pas de frontières et que ce sont des éléments effectivement de très larges, des éléments malheureusement universels. Évidemment, il y a on le voit aussi, ce n'est pas trop enfin, c'était pas mon sujet aujourd'hui, mais quand on voit la pollution aussi dans certaines régions qui, bien sûr, y compris transfrontalières, et oui, tout cela, c'est à juste titre qu'on doit rappeler que ces limites planétaires n'ont pas de frontières, je dirais, et donc doivent être prises disons, collectivement au niveau planétaire par l'ensemble des parties prenantes, et nous en sommes partis parce que ces limites planétaires sont mises à mal par nos activités en général, pas Merci, simplement sur le climat, bien sûr. merci beaucoup, Jean Jouzel. Merci Marie, merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne journée. Merci. Merci pour cette intervention vraiment éclairante qui nous fait en plus une parfaite transition avec notre première table ronde générique. Alors bienvenue du coup dans cette première table ronde du mardi sur santé, numérique et climat. Est-ce l'heure des transitions transfrontalières? Nous allons le voir avec nos différents intervenants. Les notions de frontières, les notions de transition sont des notions complexes, sont des notions polysémiques. Les frontières d'abord, certaines sont barrières, certaines sont interfaces, certaines sont géographiques, certaines sont administratives. Quant aux transitions, elles sont multiples, on le sait, sanitaires, écologiques, numériques, économiques, démographiques, etc. Des notions complexes, donc, mais qui offrent finalement des opportunités pour faire autrement, pour se réinventer, notamment dans ces espaces frontaliers, transfrontaliers, qu'on présente souvent comme des espaces d'expérimentation. Alors, si le fait frontière peut complexifier parfois l'action publique, ces grands défis auxquels nous sommes collectivement confrontés, on vient d'en reparler avec Jean Jouzel, eux ne connaissent pas de frontières. C'est ce dont nous allons parler ce matin avec nos différents intervenants que je vais vous présenter. D'abord, Pia Ims. Merci beaucoup, madame, d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Nathan Souriceau, vous êtes conseiller communautaire du Grand Besançon, en charge, entre autres, de la coopération transfrontalière. Roland Thys, merci d'être avec nous également. Vous êtes secrétaire d'État du Land de Sarre, commissaire chargé des affaires européennes. Et Carlos Moreno, vous êtes entre autres directeur scientifique de la chaire ETI, Entrepreneuriat, Territoire et Innovation, à la Sorbonne. Alors, je vous propose qu'on commence avec vous, Pia Ims. Je l'ai dit, donc vous êtes présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, ville transfrontalière et européenne par excellence. Vous avez une coopération d'ailleurs avec la ville de Kehl en Allemagne, une coopération très intégrée avec
notamment un tramway bien sûr, mais aussi un projet peut-être un petit peu moins connu que j'aimerais que vous nous présentiez ce matin, qui est un projet de récupération d'énergie fatale et qui va aussi très bien en complémentarité avec ce dont vient de parler Jean Jouzel, puisque vous vous inscrivez dans cette transition environnementale, cette transition énergétique, et puis ces objectifs de décarbonation finalement. Alors, question finalement assez courte. Comment est-ce que ce projet a vu le jour, ce projet de récupération d'énergie fatale? Et puis deuxième question, finalement, comment est-ce qu'on met en place ce type de projet et comment est-ce que on va au-delà des difficultés qui sont inhérentes à ce type d'infrastructure, mais qui sont, je suppose, un petit peu complexifiées par le fait d'être de deux côtés d'une frontière commune. Pia Ims, c'est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais dire au préalable juste quelques mots très brefs sur notre Eurométropole de Strasbourg, qui est en effet une métropole frontalière et son appellation Eurométropole signifie bien à quel point la métropole de Strasbourg souhaite s'inscrire sur ce bassin de vie du Rhin supérieur et plus largement aussi renforcer son ancrage européen, vous vous en doutez, au regard des institutions européennes présentes sur la ville de Strasbourg, capitale de l'Europe, c'est clair, mais également travailler beaucoup le local et la proximité. Et vous avez raison, à ce titre-là, l'exemple que vous citez, qui est la récupération de chaleur fatale d'une grande aciérie à Kehl, donc juste de l'autre côté du Rhin, est un des projets emblématiques, mais parmi d'autres, qui symbolise une coopération frontalière forte, et pour le coup, celle-ci dont nous parlons, le lien avec la Badische Stahlwerke, donc la grande aciérie de Kehl, est un projet qui répond beaucoup aux ambitions environnementales inscrites dans la feuille de route de l'Eurométropole de Strasbourg. Pour avancer sur ce sujet, notre projet donc BSW, Badische Stahlwerke, nous avons encore, c'est vrai, à lever quelques obstacles juridiques, mais qui avancent dans le bon sens, parce qu'il y a une volonté politique de part et d'autre, des élus, bien évidemment, et des responsables au niveau du Land, pour faire réussir cette récupération donc, de chaleur fatale et de l'injecter sur le territoire de l'Eurométropole, en particulier la ville de Strasbourg. Donc c'est un exemple de coopération transfrontalière que je voudrais souligner, mais il en est de même déjà pour un tram qui passe le pont de Kehl et qui est également un signe fort, donc une ligne de tram transfrontalière qui est pratiquée depuis quelques années maintenant. Merci beaucoup pour cet exemple de coopération transfrontalière, Pia Ims. Je vous propose qu'on descende un peu plus au sud maintenant, direction Besançon, avec vous, Nathan Souriceau. Alors, vous êtes un peu plus loin de la frontière que ne l'est Strasbourg, puisque vous êtes à peu près à 80 km, vous m'avez dit, de la frontière suisse. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez comment et puis pourquoi vous avez voulu vous tourner vers la Suisse, et notamment autour de cet exemple très particulier, la coopération horlogère. C'est à vous. Alors, on ne vous entend pas. On ne vous entend toujours pas. Ah, Je pense que là, c'est bon. Parfait, ça marche. Excusez-moi. Non, mais donc du coup, voilà. Merci Marianne. Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est intéressant pour nous ce sujet-là. Pour situer un petit peu les choses et le contexte, donc Besançon, vous l'avez dit, on va dire qu'on est à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de la Suisse, 80 kilomètres de manière un peu plus effective. Alors effectivement, l'une des grandes particularités de notre territoire en matière de coopération transfrontalière, c'est qu'on est un peu éloigné, en tout cas on n'est pas à proximité immédiate et directement sur la frontière, ce qui fait qu'en fait, nous, les coopérations qu'on peut avoir, c'est des coopérations qui sont en grande partie basées sur les fonctions métropolitaines
et donc notamment sur les villes de part et d'autre du Piémont de l'arc jurassien, parce qu'en fait c'est bien de ça dont on parle, hein, sachant que finalement la frontière franco-suisse, en tout cas entre notre territoire et les Suisses, c'est bien l'arc jurassien qui fait un petit peu cette séparation-là. Et donc, du coup, on a des coopérations en tout cas intéressantes, notamment avec les villes de Lausanne et de Neuchâtel. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on s'inscrit. L'une des particularités aussi de la Suisse, et vous en avez conscience, c'est que c'est un pays qui n'est pas membre de l'UE. Donc, ça pose aussi certaines questions et on est sur des coopérations encore une fois différentes. Et effectivement, voilà, l'éloignement de la frontière fait qu'on est sur d'autres modes de fonctionnement. Euh, on a peu de flux, en tout cas transfrontaliers quotidiens. Il y en a quelques-uns, mais finalement, c'est quelque chose qui est relativement minoritaire. Donc voilà. Et vous l'avez dit, les coopérations, en tout cas que nous on peut monter sur enfin qu'on peut porter à ce niveau-là, elles se battent, elles s'inscrivent sur un de points précis, donc notamment l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, les coopérations interentreprises, etc. Et du coup, tout ça alimente en fait des spécialisations économiques qui sont partagées de part et d'autre de la frontière, et notamment l'horlogerie. Et donc, du coup, je souhaitais un petit peu présenter en tout cas cet aspect-là qui, pour le coup, est vraiment particulier à notre frontière. Euh, En tout cas, on a une histoire commune de ce côté-là. Besançon, en tout cas, au début du siècle dernier, produisait 90% des montres fabriquées en France. Il y a une histoire commune. Aujourd'hui, cette production horlogère se perpétue en particulier donc de l'autre côté de la frontière, notamment au niveau des villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds, qui sont donc situées à 80 km d'ici. Et pour le coup, il y a un vrai arc horloger, en fait, on peut l'appeler comme ça, qui se construit, sachant que Besançon a quand même gardé un certain nombre d'industries à ce niveau-là et de manufactures, et notamment en fait de sous-traitance pour la Suisse. Et donc, il y a beaucoup de coopérations qui s'inscrivent dans ce contexte-là. Voilà. Euh, mais finalement, et l'idée de transition, elle est là, c'est que il y a une vraie dynamique qui se met en place. Aujourd'hui, en fait, en tout cas sur le territoire du Grand Besançon Métropole, c'est notamment en fait les microtechniques qui en fait sont en forme de dérivé un petit peu de ce passé horloger. Et donc là-dessus, il y a beaucoup de coopération avec nos voisins suisses. Et sachant que ces microtechniques, voilà, c'est donc la fabrication des petites pièces hein, qu'on peut retrouver dans les montres, mais aussi dans le domaine médical ou l'aéronautique, par exemple. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc en fait, sur cet aspect, on va dire, de l'horlogerie, les coopérations, elles sont de deux angles. Un premier qui est donc sur un peu un aspect culturel, et un deuxième plutôt sur l'aspect économique. Très brièvement, sur l'aspect culturel, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, notamment une candidature commune, en fait, UNESCO, qu'on porte avec nos voisins suisses. Et ce qui est encore une fois assez particulier, d'imaginer une candidature, en tout cas binationale, pour en fait faire inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO les savoir-faire en mécanique horlogère sur nos territoires. Et donc là, on porte en tout cas en coopération complètement cet aspect-là, de manière voilà, à valoriser un petit peu les savoir-faire de part et d'autre de la frontière sur cette un petit peu identité commune et cette culture un peu commune qu'on peut avoir. Sachant que ce projet, voilà, il permet d'envisager les transitions sur un temps long avec en fait différents sous-projets en tout cas, notamment voilà, l'idée de créer une structure un peu pérenne de coopération transfrontalière là-dessus, développer des supports de communication également et mettre en œuvre aussi un petit peu l'application de ces mesures de sauvegarde annoncées dans la candidature UNESCO, évidemment dans l'optique où on est retenu, on aura la réponse courant décembre en principe. Voilà. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Et en fait, ça s'inscrit aussi voilà, donc sur une dynamique davantage économique. J'ai évoqué avec vous la question des formations, donc à la fois en horlogerie et en microtechnique. L'idée, voilà, c'est de pouvoir nouer aussi des partenariats avec nos voisins suisses. Un exemple que je peux citer, c'est qu'on a des parcours de formation supérieure qui se mettent en place entre, par exemple, l'ENSEM, qui est donc notre école d'ingénierie à Besançon, et l'école polytechnique de Lausanne, donc le PFL. Et donc, il y a un vrai lien qui se fait, en tout cas, entre ces deux organismes-là, pour mettre en place des coopérations et travailler ensemble là-dessus. Et sur les métiers de l'horlogerie, encore une fois, dans l'idée de coopérer à nouveau, le Grand Besançon Métropole va initier en 2021 un forum annuel de la formation sur ces sujets-là, qui réunira en fait les différents représentants et employeurs de part et d'autre de la frontière. Et donc, encore une fois, ça nous paraît important. Euh, et donc, c'est aussi une manière de faciliter un petit peu les échanges et d'éviter les petits blocages qu'on pourrait imaginer, parce que forcément, les modes de fonctionnement de part et d'autre de la frontière ne sont pas forcément les mêmes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Et finalement, si je devais conclure un petit peu sur cet aspect-là, euh,
la transition, en tout cas, qui est liée à cette histoire du territoire, donc qui est horlogère, qui est donc purement un sujet franco-suisse sur cette partie-là de la frontière, et etc. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on porte. C'est un des sujets, en tout cas, qu'on fait, mais enfin, qu'on travaille, même si évidemment, c'est loin d'être le seul. Donc effectivement, on a des relations particulières avec la Suisse du fait qu'elle n'est pas forcément qu'elle n'est pas membre de l'Union européenne, qu'on a un éloignement de la frontière, donc on n'est pas tout à fait sur la même coopération que d'autres territoires. Un aspect que j'ai pas évoqué non plus, mais c'est que on a la même langue, donc pour le coup ça facilite un petit peu les échanges quand même. De part et d'autre, on parle français, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc voilà. Et en fait, c'est ces transitions, notamment celle que je vous ai illustrée, donc celle de la transition sur l'aspect horloger, en fait, elle favorise les innovations et les projets. Et j'imagine que j'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà. Merci. Merci beaucoup Nathan Souriceau. Et puis on a bien noté le rendez-vous de fin d'année sur la candidature UNESCO. Alors, on parle beaucoup depuis hier et depuis ce matin de frontières. Alors, je vous propose qu'on la traverse, cette frontière, et qu'on aille en Allemagne avec vous, Roland Thys. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes donc secrétaire d'État du Land de Sarre, en charge notamment des questions des affaires européennes. Merci bien sûr de votre participation. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous avez mis en place, c'est-à-dire une stratégie France, et j'aimerais que vous l'avez mise en place notamment du fait de cette transition démographique à l'œuvre dans votre territoire. Alors, j'aimerais vous demander d'abord pourquoi finalement cette stratégie France, et puis que vous nous expliquiez comment est-ce que ce qui vous a poussé à voir le dépassement de votre frontière finalement comme une opportunité de développement de votre propre territoire. C'est à vous. Ah, je crois que nous avons un petit souci de connexion avec l'Allemagne. Est-ce que vous nous entendez? Oui, mais si j'allais, Parfait. ouais, le problème, Ah, ça, ce soit les joies des nouvelles conférences en live depuis les différents lieux européens. Alors, est-ce que vous êtes de nouveau avec nous? mais On y le arrive. moment où j'allume, ouais. Ah, eh ben non. Bon alors, peut-être en attendant que nous arrivions à nous reconnecter avec l'Allemagne, je vais complètement changer de sujet et venir vers vous, Carlos Moreno. Alors, vous êtes entre autres donc spécialiste des enjeux numériques. On l'a vu hier et on le voit aujourd'hui un petit peu dans les différentes interventions. Les frontières sont des freins parfois, mais aussi des opportunités. Et cette dichotomie revient quand même de manière très présente chez les différents intervenants. Alors, intuitivement, on pourrait penser finalement que le numérique permette de dépasser ces freins. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un petit peu la manière dont, pour vous, justement, le numérique peut dépasser ces freins qui sont liés à des frontières administratives ou des frontières géographiques dont on parlait tout à l'heure, et puis peut-être aussi les difficultés que cela entraîne. Je vous en prie, c'est à vous. Oui, tout à fait. D'abord, merci pour cette invitation. Pour nous, scientifiques chercheurs, la chaire ETI, Université Panthéon-Sorbonne, où je suis directeur scientifique, l'IAE de Paris, c'est un plaisir de se joindre à cette action. Je salue donc les élus qui sont là et mon ami, mon très cher ami Jean Jouzel, dont j'ai pas perdu une seconde de son brillant exposé au départ. Alors, voilà. Et donc, effectivement, nous travaillons sur un triple domaine qui est déjà l'enjeu des villes et territoires en général. Donc, nous travaillons énormément sur cette problématique qui concerne aussi les territoires transfrontaliers. Notre chaire a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui la région Grand Est, dont le président Gérandère était hier. Donc, beaucoup de problématiques spatiales et urbaines et transfrontalières. On le fait aussi dans le Pays Basque, donc qui est à la frontière de la France et l'Espagne, comme tout le monde le sait. Et comme vous l'avez bien signalé, nous sommes également à réfléchir sur les impacts du numérique dans cette configuration.
Et comme vous l'avez signalé, le numérique a une particularité qui est sa présence partout, qui traverse vie et qui offre également de nouveaux services, de nouveaux usages. Nous le voyons dans cette période des pandémies, dans lesquelles les contacts physiques sont limités au maximum. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On le voit avec d'autres conférences. On a dû être aujourd'hui dans un lieu que nous aimons tous, la Cité universitaire à Paris, et nous sommes donc réunis par le numérique. Donc il y a cette dualité qui est d'une part le fait que la elle est faite avant tout de rencontres. On croise la frontière d'un côté et de l'autre, on crée de nouveaux espaces territoriaux, des espaces qui sont par définition multiculturels. Le transfrontalier correspond à l'essence même souvent de ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Hein. Donc quand je dis cosmopolitisme, pour certains c'est un grand mot, et pour d'autres comme nous c'est aussi une fierté, puisque cosmopolitisme ça renvoie à polis, donc qui est la cité en fait, un grec, et cosmos le monde, donc le monde du citoyen, et qui nous interpelle sur un monde dans lequel aujourd'hui nous allons donc croiser nos richesses culturelles, nous allons également donc assister à des tensions, et il ne faut pas les nier, donc d'un côté et de l'autre, liées à des problématiques économiques, des problématiques sociales qui sont présentes. Et le numérique, il vient traverser cet ensemble-là. Donc, avec le numérique, en fait, est-ce que nous voulons, dans une démarche problématique frontalière, c'est rendre la vie beaucoup plus simple par rapport donc aux services et usages dont nous avons besoin. Il y a une problématique très concrète qui est la mobilité dans les territoires transfrontaliers. Si je prends la région du Grand Est, où Madame Pia Imps, donc présidente de l'Eurométropole, nous savons qu'il y a donc sur la région Grand Est 5 frontières et qui sont traversées quotidiennement par 200 000 personnes qui vont de l'autre côté de la frontière pour travailler et qui rentrent chez eux. Je parle pour la partie française. Donc, on a des problèmes de mobilité majeurs parce que beaucoup de ces mobilités ont été faites souvent par des véhicules individuels, donc à moteur thermique, diesel. Donc, Jean-Joseph nous a expliqué l'impact climatique. On a besoin aujourd'hui, avec les numériques, de proposer d'autres manières de se déplacer. On a Amérique, par exemple, de créer des plateformes. Donc, dans les régions Grand Est, il y a maintenant une plateforme numérique qui s'appelle Flux, qui permet de mutualiser donc, des déplacements, qui permet d'accéder à la multimodalité, qui permet d'accéder au transport public et également à des systèmes de transport individuel, mais en voiture partagée, donc pour optimiser le nombre de places qui sont présentes. Donc, rien que la mobilité est très important de ce que le numérique peut nous apporter dans une vision transfrontalière où on doit non pas uniquement dématérialiser, mais au contraire rematérialiser donc les actions. Le risque du numérique, c'est l'isolement, qu'on crée des bulles, qu'on soit techniquement hyper connecté, mais qu'on soit socialement déconnecté. On le voit aujourd'hui avec des télétravail parce que les gens plus. Nous devons faire de telle sorte que le numérique soit au service des nouveaux usages et que donc des pratiques nouvelles soient positionnées pour créer dans ces temps de distance physique du lien social et ce que moi j'appelle l'intensité sociale. Je pense que l'intensité sociale, c'est un élément important aujourd'hui pour pouvoir donc recréer de la vie économique et donc une à se reconnaître dans ce que nous sommes aujourd'hui. Pour finaliser, donc, moi je dirais que cette problématique du numérique et les transfrontaliers a besoin d'une coopération accrue de deux côtés de la frontière. On fait une plateforme numérique d'un côté de la frontière, il faut que cette plateforme numérique, elle soit globalement partagée des deux côtés de la frontière. Il faut que ce qu'on appelle les ressources soient partagées. Et donc, ça me permet d'aller là. Chaque territoire a énormément de richesses et de ressources. Et il y a ce que nous appelons les ressources cachées, c'est-à-dire des ressources qui sont sous-utilisées. Nous avons besoin de les redécouvrir et le numérique aujourd'hui est un élément majeur pour redécouvrir
ces ressources et mieux les utiliser, que ce soit en termes donc de logement, que ce soit en termes de courses, en fait, des circuits courts pour se nourrir autrement, que ce soit en termes d'éducation et de culture. Le numérique est un levier puissant pour qu'on puisse à ce moment-là partager ces ressources, les offrir de manière convergente, de manière multiculturelle et multilangue pour optimiser ces ressources, le découvrir et aller vers ce que j'appelle donc la culture de la proximité. L'ultra-frontalière fait partie de ce que j'appelle donc les villes et les territoires de proximité. Vous connaissez le concept de la ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure frontalier par excellence, dans lequel se pratique de la proximité et de la découverte des ressources, et donc un terrain aujourd'hui intéressant à explorer. J'en profite pour vous remercier déjà d'avoir tous tenu dans le timing pour l'instant, parce qu'on a des questions très intéressantes du public, donc ça permettra de pouvoir les poser après. Alors je me retourne vers vous, Roland Thys, du coup, je vois que ça fonctionne, donc on en est ravis. Je vous repose la question, puisque peut-être ne l'avez pas très bien entendu tout à l'heure, mais voilà. La stratégie Merci. France, qu'est-ce que c'est? Parfait. Donc désolé pour ces problèmes techniques. Il faudrait croire qu'après 8 mois de visioconférence journalière, ça se maîtrise, mais bon. Merci tout d'abord pour l'invitation. La mode, c'est un partenaire précieux pour le gouvernement de la Sarre, donc merci aussi pour cette bonne coopération. Tout d'abord, je pense que ça a été déjà évoqué par Madame Ips, et ça se voit, notre région frontalière, notamment chez nous, entre le monde francophone et le monde germanophone, chez nous, le Luxembourg, la France, la Sarre, c'est une région très très riche en culture, bien sûr en histoire, en tradition, en université, en coopération, en cuisine. Et cette région, elle a une très grande diversité. Chez nous, entre la Moselle et la Sarre, ou dans la vie de nos concitoyens, vous le savez, il y a pratiquement plus de frontières et il n'y a même pas un fleuve qui nous sépare. C'est un espace de vie où on travaille, où on fait ses courses, où on habite selon ses propres priorités et pas à cause d'une ancienne frontière nationale, je dirais. Cela se voit le mieux quand on regarde notre économie, cela a déjà été dit, en ce qui concerne le marché du travail. La grande région, donc ce grand espace frontalier, Luxembourg, Wallonie, Rhénanie-Palatinat, la Sarre et la Lorraine, donc la région qui fait partie de la région Grand Est. Nous sommes le plus grand marché de travail transfrontalier au sein de l'Union européenne, avec plus de 200 000 personnes qui habitent dans un pays et qui travaillent dans l'autre. En même temps, aussi, dans l'économie, c'est possible d'observer les inconvénients de notre situation. Ils sont bien connus. Les obstacles administratifs, les obstacles juridiques pour, par exemple, nos entreprises, pour vendre leurs produits ou offrir les services chez le voisin réciproque. Il y a encore l'obstacle, bien sûr, de la langue entre le monde germanophone et le monde francophone, mais il y a aussi, pour être très honnête là-dessus, du protectionnisme volontaire sur les deux côtés. Par exemple, quand je regarde le formulaire A1, un obstacle bureaucratique immense pour nos entreprises, ou sur le côté allemand, la reconnaissance des diplômes et des formations françaises en Allemagne. Là aussi, on a du progrès encore à faire. Il y a tous ces obstacles, voulus ou non voulus, qui naissent des différences, des normes juridiques qui ne sont pas encore harmonisées entre nos deux pays, entre la France et l'Allemagne. Et cela mène à une situation, pas que chez nous, entre la Moselle et la Sarre, ou bien entre le Bade et l'Alsace, que les régions frontalières ne sont pas aussi performantes sur le plan économique qu'ils pourraient l'être si on arrivait à lever tous ces obstacles. Vous connaissez tous ce rapport de la Commission européenne de 2017 sur les régions frontalières, qui constate tout d'abord que les régions frontalières, ce ne sont pas c'est pas la périphérie, c'est pas marginal, ça représente quand même
dans l'Union européenne 30% de la population et 40% du territoire de l'Union européenne. Et peut-être parfois on a l'impression que vu de Berlin ou vu de Paris, les régions frontalières, c'est la périphérie, c'est pas trop importante, c'est pas si nécessaire de s'en occuper, mais quand on regarde les chiffres de la Commission européenne, et si on veut dire ainsi, les régions frontalières dans l'Union européenne, nous sommes le plus grand État membre de l'Union européenne avec 30% de la population et 40% du territoire. C'est donc tout à fait essentiel et pas du tout marginal de lever ces obstacles pour améliorer la vie de nos concitoyens et la performance économique que nous avons. Nous en SAR, la stratégie France, nous avons décidé de faire de tous ces défis notre marque de fabrique, notre unique selling point, comme on le dit en bon français, qui a été développée par Annegret Kramp-Karrenbauer, vous la connaissez. Et l'objectif depuis, c'est renforcer l'attractivité économique du land pour les entreprises du monde francophone ou pour les entreprises du monde germanophone pour gagner les marchés francophones. Nous sommes par exemple le seul land allemand où vous pouvez plaider devant notre cour de commerce en langue française. Message aux entrepreneurs, c'est très bien. En SAR, vous êtes déjà en Allemagne, c'est clair, mais vous êtes encore ou déjà, ça dépend de votre direction d'où vous venez, un peu en France. Projet phare, faire du français la seconde langue utilisée après l'allemand en une génération. Bilan après 5 ans, 50% des écoles maternelles bilingues. Toutes les écoles primaires enseignent le français. Encore dans nos universités, le rôle du français augmente de plus en plus. Cela se traduit aussi en politique. Nous avons depuis quelques années un bureau commun pour défendre nos intérêts communs à Bruxelles avec la région Grand Est. Nous avons ouvert en 2019 à Paris le premier bureau commun entre une région française et un land allemand. Depuis cette année-là, la région Grand Est est présente à Berlin, dans notre maison de la Sarre là-bas. Et donc, vous voyez, nous avons un degré de confiance mutuelle et de coopération entre la région Grand Est, mais aussi le département de la Moselle, avec lequel nous travaillons depuis des décennies, dans la coopération transfrontalière. Et sur ce chemin-là, nous voulons continuer. Roland, c'était très clair et puis on voit quand même l'importance de la langue quand même dans les coopérations transfrontalières. Alors vous avez parlé vous des entrepreneurs, Carlos Moreno des innovations, puis il y a IMS aussi. Alors je me retourne vers vous, Nathan Souriceau, puisque on comprend quand même aussi, à travers votre projet de coopération transfrontalière horlogère, que l'innovation aussi est au cœur, indépendamment d'ailleurs de l'horlogère, mais est au cœur de votre stratégie avec la Suisse finalement. Alors vous êtes peut-être moins dans les échanges, j'allais dire entre habitants transfrontaliers tous les jours. En revanche, vous l'êtes beaucoup plus justement dans la place des entreprises. Et justement, ces acteurs privés, comment est-ce qu'on les remet ensemble? Comment est-ce qu'on les remet dans le projet transfrontalier? Notamment quand on a des frontières qui sont quand même, si ce n'est fermées, au moins de plus en plus difficiles à traverser pendant cette crise sanitaire, et que leur bassin j'allais dire, de chalandise est de l'autre côté de la frontière. Et ben effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant à évoquer. Si la Suisse, je l'ai dit, elle ne fait pas partie quand même de l'Union européenne, elle fait également partie de l'espace Schengen. Donc on a quand même voilà une liberté de circulation qui est importante. Et évidemment, c'est quelque chose de fondamental quand on veut travailler le transfrontalier. Donc ça c'est évident. Mais effectivement, je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que, en tout cas, pour notre part, la fermeture de la frontière qu'on a connue pendant la première vague du Covid-19, elle a causé un certain nombre d'obstacles et de problèmes. Et donc, du coup, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'il faudrait tendre pour qu'on évite, en tout cas, de revenir sur ce type de système-là. Après, vous l'avez évoqué, donc sur l'innovation, effectivement, nous, on se concentre, je l'ai dit, sur les coopérations finalement liées aux fonctions métropolitaines et des grandes villes de part et d'autre, on va dire, de la frontière. Et donc, effectivement, la coopération que je peux qualifier d'inter-entreprise, on peut l'appeler comme on veut, c'est quelque chose qui est important. Et finalement, la connectivité, donc notamment le Grand Besançon Métropole, en tout cas, a un rôle à jouer important là-dedans.
Je peux prendre un exemple concret pour évoquer un petit peu les choses. Besançon fait partie depuis le 2018 du Hacking Health, donc c'est un réseau mondial qui est piloté depuis Montréal et qui en fait fait que tous les ans pendant un week-end, donc sur Besançon, on organise un hackathon d'innovation dans le domaine de la santé. Puisqu'en fait, tout à l'heure j'évoquais la question des microtechniques, mais justement ça a aussi dévié un petit peu sur le domaine de la santé, ce qui fait qu'on a pas mal de, je ne sais pas si le terme est plus approprié dans la situation actuelle, mais de clusters santé d'un point de vue des entreprises sur le territoire. Et donc, du coup, l'idée, c'est un peu de favoriser les innovations qu'on peut avoir sur notre espace et qu'on augmente les coopérations vis-à-vis de nos voisins de ce point de vue-là. Donc, encore, c'est quelque chose qui est intéressant. Sur ce Hacking Health, en fait, ça prend un petit peu la forme de défis, en gros, sur 48 heures et l'idée de travail en commun pour faire émerger ces innovations-là. Pour être encore plus concret, un exemple d'action qui a été mise en place sur l'édition 2020 de cet événement-là, c'est donc SOS Neurone. Et en fait, c'est une solution qui permet à toutes les personnes qui souffrent un petit peu de maladies, de troubles de la mémoire notamment, donc comme la maladie de Lyme ou autre, qui permet en fait d'avoir un assistant permanence heureux. Donc en fait, ça peut être une forme de montre, chose comme ça. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'une fois que ce projet-là, cette innovation-là a pu aboutir, c'est qu'en fait, on va pouvoir le passer un petit peu dans ce qu'on appelle un incubateur. Et donc, du coup, à ce moment-là, le projet va pouvoir émerger dans l'idée, en fait, à la fin, que ça puisse s'inscrire dans une logique et tenter l'aventure un petit peu start-up. On peut dire les choses comme ça. Sur l'aspect transfrontalier, sur ce projet-là, enfin, en tout cas sur ce Hacking Health, sur les éditions 2018 et 2019, on avait eu, en tout cas, des participants suisses. Ça n'a pas été le cas en 2020, lié en tout cas à la situation que vous connaissez, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Et l'étape en fait qui est importante, c'est aussi après, c'est-à-dire que pour certains projets, c'est plus compliqué en fait de passer à l'étape suivante. Donc, comment organiser un petit peu le transfert de ces solutions et comment développer le produit et notamment son internationalisation. Et du coup, dans cet aspect-là, on a proposé, on est en cours en tout cas d'élaboration de ce projet-là, un projet Interreg avec nos voisins, donc d'une part de Lyon et de Sion, donc dans le Valais suisse, qui en fait sont deux pour le coup villes aussi importantes sur les innovations en santé, et d'imaginer qu'il y a en tout cas une coopération tripartite qui se met en place pour valoriser un petit peu les innovations dans chacun des territoires. Et l'idée finale, c'est qu'en tout cas, si une innovation émerge, par exemple sur Besançon, et que du coup cette innovation-là puisse travailler en commun et en complémentarité avec ce qui peut se faire, enfin avec ce qui peut se faire à Lyon ou à Sion. Donc encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant. Et en tout cas, moi, je pense que c'est un bon exemple de la manière dont nous adressons les transitions, notamment sociétales, en transfrontalier. Voilà. Donc c'est un exemple très concret, mais je pense qu'en tout cas, ça peut beaucoup parler. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et puis, on a retenu l'application SOS Neurone. C'est original et ça pourrait être utile à certains. Alors, puisqu'on parlait de santé, je me permets de me retourner à nouveau vers vous, Rolantis, puisque vous avez une coopération, me semble-t-il, avec la région Grand Est sur ces questions-là. Alors, on est en plein dans la crise sanitaire, donc comment on fait pour aller plus loin sur cette coopération avec le pays de l'autre côté de la frontière sur la santé? C'est vrai que ce que vous évoquez, c'est que nous avons une convention avec la Moselle qui s'appelle Mozart, signée en juin 2019 et qui permet aux patients de Sarre ou de Moselle de se faire soigner à l'hôpital le plus proche dans trois domaines, ce qui sont les urgences cardiologiques, les urgences en cas de polytraumatisme et la prise en charge neurochirurgicale. Et cette coopération, faut le dire comme ça, c'était très très utile pendant la première phase de la pandémie que nous venons de vivre, parce que les équipes médicaux se connaissaient déjà, l'administration des hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les infirmières. Et si la SAR, comme d'autres Länder allemands aussi, a eu à accueillir autant de patients français, c'était grâce à ces équipes franco-allemandes qui se connaissaient déjà à cause aussi de cette coopération transfrontalière. Cela a prouvé que la coopération transfrontalière en matière de santé est capable de sauver des vies, et cela nous encourage d'aller plus loin
en élargissant le type de pathologies qui pourront permettre de se faire soigner en Sarre ou en Moselle pour tous les habitants de l'espace transfrontalier. Nous sommes en contact permanent avec l'Agence régionale de santé, avec nos partenaires français. Ce sont, comme vous le savez, des sujets aux enjeux financiers et juridiques très complexes, mais nous avons la volonté politique d'avancer pour atteindre une situation comparable à celle de la frontière franco-belge. L'objectif dans notre région, c'est que s'il y a un patient X avec une maladie Y, la seule question qui compte, ce n'est plus s'il habite en France ou en Allemagne, mais est-ce que, où est-ce que ce patient peut trouver les meilleurs soins le plus vite possible. Vous savez, c'est pas facile. Ce n'est pas pour demain la veille, mais c'est l'objectif politique du gouvernement de la Sarre. Merci beaucoup. On le voit finalement avec votre exemple, quel que soit le côté de la frontière dans lequel on se trouve, les citoyens ont un bassin de vie qui est plus large finalement que la contrainte administrative. Alors je voudrais vous interroger là-dessus, Pia Ims, vous qui êtes, je le disais tout à l'heure, sur un territoire transfrontalier et européen par exemple. On se rappelle au moment du premier confinement de la fermeture de ce pont entre Strasbourg et Kehl et des habitants qui étaient vraiment déstabilisés et on le comprend bien. Alors j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez que les citoyens strasbourgeois et de Kehl de l'autre côté ont le sentiment d'être dans un territoire spécifique, un territoire transfrontalier? Et peut-être une question un peu corollaire, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont assez associés à la construction justement de cette politique transfrontalière? Oui, alors je voulais revenir sur cet épisode qui a été vécu comme très douloureux, j'allais dire presque d'un mur, mais en tout cas de fermeture de frontières entre la France et l'Allemagne pendant la première période du Covid. Nous étions un certain nombre à manifester les samedis matins avec des parapluies de part et d'autre du Rhin pour se faire des signes avec des parapluies et souligner qu'il y avait encore du contact et une volonté de faire vivre une amitié franco-allemande. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième période du Covid et avons réussi à ce jour à ce que les frontières ne soient pas complètement fermées. Je tiens à le dire, même si il y a des restrictions fortes, et les élus de part et d'autre ont beaucoup échangé sur la tristesse, l'inquiétude qu'a généré cette fermeture des frontières, au regard évidemment de l'histoire que l'Alsace a connue depuis plus d'un siècle. Je voulais insister là-dessus. Nous avons également pu voir à quel point une coopération au niveau des hôpitaux, comme ça a été dit, nous a été bénéfique au printemps dernier. Et aujourd'hui également, le leader de l'Ortenaukreis nous a spontanément proposé des lits d'hôpitaux, si nous en avons besoin, dans le contexte actuel. Donc, je voulais le dire pour dire à quel point cette amitié franco-allemande de proximité est une réalité parce que nous nous voyons beaucoup et nous avons envie de construire plus ensemble. Et nous avons à ce titre un schéma de coopération transfrontalière qui a été adopté en fin d'année dernière au Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg et qui donne les grandes lignes des pistes de coopération qui passent évidemment par la formation, par le bilinguisme, par des politiques climat également plus intégrées, plus coordonnées. Il y a un sujet actuellement qui nous concerne et je pense qu'il peut concerner toutes les métropoles frontalières, c'est la reconnaissance mutuelle des vignettes dans le cadre des zones à faible émission et donc des conditions de circulation de voitures à impact, on l'espère, à plus faible impact carbone, de part et d'autre de la frontière. Donc on voit bien qu'on a des besoins de coordination plus forts sur tous les sujets du quotidien. Et c'est ça ce que nos concitoyens souhaitent, c'est se rendre compte que
ce bassin de vie fonctionne réellement et donc qu'il faut encore et toujours lever des obstacles juridiques sans avoir besoin, je l'espère, de référer de part et d'autre à Paris ou alors à Berlin pour avancer sur les sujets qui nous concernent. Merci beaucoup, James, parce qu'en fait, on le voit vraiment avec vos différentes interventions, le transfrontalier, c'est très concret, en fait. C'est vraiment la vie quotidienne des citoyens tous les jours. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous interroger, Carlos Moreno, parce que les citoyens sont un peu un de vos objets d'études préférés, enfin, si je puis dire cela comme ça. On le voit quand vous réfléchissez sur les proximités, vous réfléchissez à la ville aux yeux des citoyens, finalement. Est-ce que vous voyez dans vos différentes approches une manière dont on pourrait plus peut-être les associer? Vous avez parlé tout à l'heure de votre plateforme, est-ce que ça peut être un bon outil? Et puis peut-être un peu question subsidiaire, parce que vous travaillez beaucoup à l'international, et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une façon européenne, d'une certaine manière, d'envisager ce fait transfrontalier? Ce sont deux très, très bonnes questions. Merci. Je vais m'excuser d'avance parce que j'ai une autre conférence à 11 heures qui fait que je suis obligé de certainement vous quitter un petit peu avant. Donc, je voulais m'en excuser auprès de collègues qui sont sur le panel et les auditeurs et auditrices. Et très rapidement, donc, sur la première question qui est les citoyens, oui, et effectivement, c'est un objet d'étude, effectivement, on est des chercheurs, mais également on est très, très engagés sur le terrain, donc, parce que on fait partie de ces chercheurs qui aiment de temps en temps avoir une ou deux idées qui peuvent servir à un peu transformer le monde d'aujourd'hui, qui en a bien besoin d'être transformé. Je dirais qu'au niveau des villes transfrontalières, et par rapport aux citoyens, j'aime bien cette expression de dire que, en fait, les villes et territoires transfrontaliers, c'est avant tout des espaces de coopération. Et j'aime bien le dire ça par rapport aux citoyens qui habitent. Parce que quand on est citoyen et qu'on vit effectivement dans ces territoires-là, on a un sentiment de double appartenance, on a un sentiment multiculturel, on a un sentiment d'être d'ici et d'être de l'autre côté, d'être d'ici et d'être d'ailleurs, et nos repères sont très différents. Je l'ai dit par rapport aux villes qui sont transfrontalières, je l'ai dit aussi par rapport à des villes qui ne sont pas transfrontalières, mais qui recueillent en son sein des communautés importantes venues d'ailleurs, qui est une autre forme aujourd'hui d'être transfrontalier. Hein. Donc on le voit aujourd'hui avec des politiques migratoires, avec donc c'est le multiculturalisme qui est ancré. Et le citoyen est un élément majeur de comment générer une adhésion pour qu'il participe à un dessein commun. C'est pour ça que quand je dis que pour moi, une ville transfrontalière est avant tout un espace de coopération, ça permet de tourner positivement donc cette fait de appartenir multiculturellement et spatialement donc à ce deux mondes-là. Quand on traverse la frontière tous les jours pour aller travailler, forcément donc un peu d'ici et on a un peu d'ailleurs. Donc il faut que les citoyens, on puisse lui offrir des éléments qui lui permettent donc de se construire. De se construire d'une part dans l'altérité, donc par rapport au respect de l'autre, et également donc dans l'engagement qu'il peut y avoir pour apporter sa création de valeurs de deux côtés de la frontière. Une valeur écologique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler des créations de valeurs citoyennes si il n'y a pas les que Jean Jouzel a été très clair sur l'impact des changements climatiques. Je travaille beaucoup en région Grand Est. J'ai déjà eu à dire, quand on a fait les SRADET, que le plateau continental à l'horizon, donc en 2050, le GIEC l'a montré, c'est 50 degrés l'été si on continue dans la lancée que nous avons aujourd'hui. Donc il faut que les citoyens créent une valeur écologique. Il faut créer une valeur sociale, c'est-à-dire une valeur qui permette de développer une ville apaisée, contre l'intolérance, contre les extrémismes, contre la violence, contre le racisme, qui nous guettent au bord de nos frontières. C'est toujours un danger pour la démocratie. Ces expressions, donc, même irrationnelles, mais pour certains sont voulues, de vouloir séparer les gens. Et le troisième, il faut qu'on crée des valeurs économiques. Il faut qu'on crée des valeurs économiques pour générer effectivement des richesses dans un monde qui doit lutter contre la pauvreté et qui doit chercher à partager. Et c'est pour ça que les plateformes numériques, j'ai parlé de la découverte de la ville du quart d'heure, du territoire de la demi-heure,
Nous le dessinons sans frontières. Nous le dessinons dans la recherche des ressources qui, pour les citoyens, lui permet d'avoir une vie plus apaisée. Nous pensons qu'il faut rapprocher les citoyens, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit le périmètre, 6 choses. Donc, l'habitat, les travails, faire ses courses, donc s'approvisionner, la santé, l'éducation et la culture, et le loisir. Ces choses sont fondamentales. Et si ça tombe d'un côté ou de l'autre à la frontière, je dirais, tant mieux. Plus il y a des ressources qui permettent de générer une activité et des créations de valeurs écologiques, sociales et économiques, plus on serait en train de tisser des vrais espaces de coopération dans lesquels la notion transfrontalière, moi je pense que c'est dilue, parce que ce n'est pas la frontière qui nous importe aujourd'hui, c'est plutôt la manière qu'on, à l'intérieur d'un territoire, même s'il est à cheval entre deux contours administratifs ou deux contours nationaux. Merci, merci beaucoup. Je vais profiter parce que je voudrais vous poser à tous une dernière question avant de prendre les questions du public. Donc, je vais commencer par vous, du coup, Carlos Moreno, comme vous devez nous laisser. J'aimerais que, en 1 minute, tous, vous me disiez comment vous vous projetez. La question, ce serait et demain. Et demain, c'est quoi l'avenir de ces territoires transfrontaliers? Alors, le vôtre ou de manière un peu plus générale pour vous, Carlos Moreno. Comment est-ce que vous imaginez le transfrontalier dans 20 ans, par exemple? Écoutez, moi, je rêve, je suis un européaniste convaincu. J'étais plusieurs fois au Conseil de l'Europe, à Strasbourg. Je suis un homme international. Je suis né en Amérique du Sud. J'habite en France depuis 40 ans. À une époque, on pouvait voyager, donc j'étais toujours quelque part en Europe et dans le monde. J'ai profondément convaincu de l'importance de l'Europe. Et j'ai vécu le mur de Berlin, j'ai assisté à la chute du mur de Berlin, j'étais à Prague, j'ai été à la révolution des velours, et donc j'étais en Espagne, on a connu le franquisme, et donc on a besoin aujourd'hui de la démocratie en Europe. Je rêve à 20 ans avoir une Europe démocratique. Je rêve d'une Europe dans laquelle on puisse élire populaire, donc un président. Je rêve donc d'une vie européenne dans laquelle le fait de parler une langue X ou Y, ce ne soit pas un obstacle, mais au contraire, ce soit un atout. Je rêve d'une Europe dans laquelle les villes jouent un rôle majeur. Pierre le disait tout à l'heure, demain c'est le 11 novembre. Quelle était la carte de l'Europe le 11 novembre? Donc on a parlé tout à l'heure de l'Alsace, à quelques Alsaciens à 100 ans. C'était de l'autre côté, ce qu'est l'Allemagne aujourd'hui. Donc, je rêve que nous soyons dans une Europe dans laquelle les villes, malgré la manière comme les États se développent, certains, il y a 100 ans, n'existaient pas. Si on regarde il y a 100 ans, il y avait 3 empires et quelques républiques. Aujourd'hui, les empires ont disparu. Et par contre, les villes, elles sont toutes grandies. Donc, aujourd'hui, comme le disait de Denver dans le Colorado, président de l'Association des maires des États-Unis, les 19e étaient les siècles des empires, les 20e étaient les siècles des États-nations, le 21e siècle est les siècles des villes. Donc moi, je rêve d'une Europe à 20 ans dans laquelle les villes auront la place qui est la leur et qui permettrait également de développer une coopération qui va à la hauteur de ce que représente la valeur économique, écologique et sociale. Mais sans participation citoyenne, et ça ne sera jamais possible. Donc, tout ce qu'on peut faire pour conforter la démocratie, la paix, et la tolérance et le respect de l'autre, c'est fondamental. Aujourd'hui, l'Europe est menacée par les cancers du populisme, de la démagogie et de la violence extrémiste de tous bords. Et donc, parler rejeter l'autre parce qu'il est d'un côté ou de l'autre de la frontière. On le voit dans certains pays d'Europe. Merci beaucoup. Merci et je vais vous quitter. Pour ce plaidoyer sur l'Europe de la démocratie. Alors, si le XXIe siècle est le siècle des villes, Pia Ims, du coup, je me retourne vers vous. Dans 20 ans, comment est-ce que vous imaginez le transfrontalier? J'aimerais continuer à imaginer le transfrontalier en paix. Notre territoire a connu des guerres meurtrières, vraiment très,
très, très, très difficile à supporter, bien évidemment, et j'en parle d'une façon tout à fait particulière chaque année le 11 novembre et le 8 mai sur notre territoire. Alors, je ne peux que espérer la paix, je ne peux que espérer aussi une prise en compte forte des enjeux climatiques qui sont si présents au quotidien, des dérèglements climatiques que nous subissons d'une façon accélérée et violente, chaque jour davantage. Et donc, en ce qui concerne des responsabilités politiques à prendre de part et d'autre, c'est bien évidemment aussi confronter nos plans climat, ajuster, coordonner nos actions dans ce domaine. Des thématiques climatiques découlent des thématiques d'urbanisme, de transport, de mobilité. C'est ça qu'il faut aujourd'hui préparer pour que nous ayons encore un territoire, mais vraiment soutenable. Il y a un chiffre très connu ici en Alsace, une projection évidemment très inquiétante qui consiste à dire qu'en 2050, il fera 50 degrés en Alsace. Et donc, il fera aussi 50 degrés à Kehl, à Fribourg, à Karlsruhe. C'est ça que je veux dire. Et ce sera tout simplement des modes de vie, des modes de fonctionnement économiques, sociaux, qui sont à la limite du soutenable. J'aimerais enfin, nous le répétons, nous le soulignons et nous réagissons dans le cadre de notre plan climat pour encore garantir une bonne survie une bonne survie de notre territoire et des citoyens qui y habitent. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir quant aux responsabilités à prendre. Et la frontière sur cette thématique climatique ne se pose, la question de la frontière ne se pose même pas. Merci beaucoup parce que pour vos messages forts, c'est de beaux messages politiques. Nathan Sourisseau, même question. Dans 20 ans, le transfrontalier, c'est comment ça sera, idéalement? Bah, du coup, enfin, je ne peux que souscrire aux propos de Pierre Hims, hein, évidemment. En tout cas, la prise en compte des enjeux climatiques, c'est fondamental, hein. Et finalement, ça dépasse bien au-delà les questions du transfrontalier, même si évidemment c'est essentiel et ça a un impact important. En tout cas, nous, enfin voilà, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et si après on rentre sur certains points un peu plus spécifiques, il y a aussi voilà la question un petit peu des modes de fonctionnement de part et d'autre, où finalement les instants ne sont pas forcément les mêmes. Donc il y a des difficultés de ce côté-là et on espère que les choses pourront s'harmoniser en tout cas avec le temps. Et c'est aussi dans l'idée de tendre vers une Europe un peu plus fédérale et une Europe un peu plus homogène finalement dans le fonctionnement, et aussi un enjeu qui n'est pas négligeable à la fois sur l'enjeu climatique mais aussi sur le reste, sur la question des normes par exemple. L'idée de pouvoir aussi harmoniser ces normes. Je peux prendre un exemple tout petit concret et très brièvement. Entre Besançon et donc les villes du Loc, la de Chaux-de-Fonds et de la Chaux-de-Fonds, on a une ligne de train, donc la ligne des horlogers, elle porte bien son nom. Et du coup, cette ligne de train, le problème, c'est que les normes ne sont pas les mêmes de part et d'autre de la frontière, et du coup, d'ici quelques années, en principe, les trains ne pourront plus justement passer la frontière parce que on va dire que les normes de part et d'autre font que le train voilà, ne pourrait pas continuer son chemin de la France vers la Suisse et de la Suisse vers la France. Donc c'est un exemple encore une fois très concret. À la fois, là, enfin, je viens d'évoquer les mobilités, mais c'est aussi le cas pour les particules fines, enfin pour les particules fines, pardon, ou pour d'autres thématiques. Donc voilà, je pense que, en tout cas, nous, l'idée un peu globale qu'on peut porter et qu'on peut en tout cas essayer d'envier pour dans quelques années imaginer, c'est voilà, imaginer une Europe avec des espaces frontaliers intégrés et où le sentiment d'appartenance d'un territoire commun, en fait, serait très fort. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, je termine par vous, Rolantis, même question. L'Europe, et demain, dans 20 ans? Ah. Dans 20 ans, nous aurons une bonne connexion avec la Sarre. Voilà, déjà. Une Europe dans laquelle je maîtrise les visioconférences. Non. Merveilleux. Des blagues. Alors, mon espoir pour le transfrontalier, c'est que nous allons être capables à mettre en œuvre vraiment l'esprit de ce traité d'Aix-la-Chapelle qui est très très important, surtout pour le rôle des régions et des régions frontalières dans le franco.
allemand. Nous sommes beaucoup trop souvent, et je pense que tous les représentants des régions frontalières connaissent cette situation. Dans les situations, il nous faut expliquer à nos concitoyens, nous sommes désolés, mais on ne peut pas avancer sur ce chemin-là, on n'est pas capable de réaliser ce projet transfrontalier si on ne peut pas résoudre ce problème d'un transfrontalier parce que le droit français ou allemand ne sont pas compatibles, ne le permettent pas. Et donc, le traité d'Aix-la-Chapelle, il a la solution parce qu'il prévoit dans son article 13, c'est très important pour nous, la possibilité de déroger au droit national pour construire dans les régions frontalières, pour les projets frontaliers, les solutions communes, en clair, en construisant la même règle des deux côtés de la frontière. Et ça, c'est nécessaire. Ça, d'avoir de la confiance de l'État français ou allemand que nous, dans les régions frontalières, nous sommes capables à construire ensemble, à trouver des solutions communes, avoir la liberté d'agir dans le transfrontalier sans avoir à attendre les solutions de Berlin et de Paris. C'est ça la liberté dont nous avons besoin si nous voulons être ces laboratoires de l'Europe de demain, de l'Europe du citoyen, de l'Europe du concret pour vraiment construire les solutions concrètes pour nos concitoyens parce que ça, c'est à mon avis le meilleur instrument de lutte contre le populisme anti-européen. C'est ce que nous voulons être, les laboratoires de l'Europe de demain. Merci beaucoup. Différents plaidoyers qui sont, je pense, bien entendus et puis qu'on transmettra aussi. On va passer maintenant aux questions du public. On a des questions en plus très intéressantes. Pia Ims, je vais recommencer à nouveau avec vous, puisqu'on a une question très précise des gens qui nous écoutent. La stratégie plan climat 2030 de l'Eurométropole de Strasbourg comprend-elle une dimension transfrontalière ? Pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. Il y a à renforcer ce volet, clairement. On a dit il y a de longues années de ça, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière non plus entre la France et l'Allemagne. Et donc, bien évidemment, ce que nous vivons en termes de dérèglement climatique correspond encore et toujours au même bassin de vie. Donc, nous y travaillons à mieux connaître les plans climat de nos voisins, à les coordonner et à avancer ensemble sur le sujet. Dans la thématique climat, vous m'avez interrogé tout à l'heure sur le bel exemple d'un réseau de chaleur franco-allemand. Nous aurons aussi à travailler sur les questions de l'eau, sur la qualité de l'air, je l'ai dit, globalement sur un bouquet d'énergie renouvelable. Donc nous avons beaucoup de sujets à porter ensemble et nous sommes aujourd'hui, j'allais dire, dans des bonnes dispositions, puisque la maire de Strasbourg et moi-même, alors d'une part nous parlons l'allemand, mais nous avons vraiment une vraie conviction que la métropole doit vraiment davantage se déployer sur ce bassin de vie du Rhin supérieur. Et donc, nous avons vraiment le souhait de mieux renforcer et coordonner nos actions. Merci beaucoup. Peut-être parce que, puisque vous avez la parole et que vous venez d'en parler un petit peu, aussi une autre question des gens qui nous regardent, c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux associer justement les opérateurs de réseaux privés? On a parlé d'énergie tout à l'heure avec votre projet, vous venez de parler d'eau, les déchets aussi, de part et d'autre de la frontière. Et je vous poserai la même question après à Roland Tiss et Nathan Sourisseau. Mais là encore, chaque élu connaît ses entreprises, son réseau d'entreprises qui peut être mobilisé pour ces thématiques. Nous avons à l'Eurométropole de Strasbourg des entreprises très pionnières sur la valorisation des déchets. Il en est probablement aussi juste à 3 km d'ici, même pas.
Et donc, nous avons aussi, nous aurons le devoir de mieux faire se connaître les réseaux d'entreprises qui peuvent nous aider à travailler sur ces sujets. Je n'en doute pas, et beaucoup plus à apprendre les uns des autres. Il en est déjà de même, voyez, aussi sur la thématique des écoquartiers, où nous savons que certaines villes d'Allemagne proche ont été pionnières et nous ont inspirés ici pour déployer des écoquartiers. Donc, les échanges et les partages d'expériences se font déjà. Merci. Et Nathan Sourisseau, je suppose une réponse un peu dans le même, dans la même Effectivement, moi je veine. vais rejoindre les... Exactement, avec quand même la nuance qui fait que nous, on est un peu plus loin de la frontière et donc typiquement des thématiques de réseau de chaleur, on n'a pas forcément ces problèmes-là, ni sur le traitement des déchets. En tout cas, il y a pas de coopération à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que oui, enfin, sur le point que Pierre Ims vient d'évoquer à la fin, là, notamment sur les écoquartiers par exemple, évidemment, nous aussi, on regarde un petit peu du côté de nos voisins et on coopère avec eux pour échanger et voir ce qui peut être mis en place. Évidemment, je pense qu'il y a l'exemple de Fribourg qui est assez, en Allemagne, qui est assez là-dessus. Et en plus, bon, Besançon est jumelé avec Fribourg, donc ça aide encore un petit peu l'échange aussi de ce côté-là. Mais donc voilà, oui, encore une fois, ces coopérations, elles sont importantes. Et effectivement, ce que j'évoque à la fin là, c'est vrai que même si nous, on est à proximité de la Suisse, euh, évidemment, le statut de ville, et finalement, je pense que c'est le cas aussi pour Strasbourg et pour d'autres territoires, fait qu'on ne parle pas forcément qu'à une seule frontière, mais bien à plusieurs, ce qui fait qu'on regarde aussi évidemment du côté de l'Allemagne, même du côté de l'Italie. Donc voilà. Même si la Suisse, évidemment, reste notre partenaire privilégié sur ces questions-là. Roland-Tis, je vais vous poser la même question, mais avec peut-être une petite nuance aussi, parce que on suppose que, alors, outre la bonne connaissance et la volonté politique de travailler ensemble, il y a quand même parfois, je suppose, des freins légaux, des freins techniques à cette meilleure association des opérateurs de réseaux privés. Bien sûr, mais c'est quand même une bonne nouvelle que parfois on réussit. Parce que si je prends par exemple le projet CIDEM à Morsbach, donc à Forbach en Moselle, qui valorise les déchets ménagers des ménages français et allemands pour produire de l'électricité. C'est déjà un beau projet qui a été vraiment un succès français dans le cadre de notre coopération. Si je prends la coopération des acteurs privés aussi dans la transformation de notre système énergétique, tous ces projets qui sont mis en œuvre par les entreprises françaises et allemandes en France et en Allemagne dans le renouvelable, par exemple, les éoliens. Il y a une banque sarroise publique, d'ailleurs, qui a comme priorité le marché français dans le financement des projets renouvelables. Donc ça gagne déjà son argent, ça fonctionne. Si vous prenez le rôle de la recherche dans la coopération en matière de l'intelligence artificielle, une science clé pour trouver des solutions aussi pour la protection du climat, ou enfin, dans la coopération transfrontalière, ce qui est très très important et qui a été évoqué par Monsieur le professeur, l'augmentation de la partie des transports en commun dans notre mobilité. Si vous regardez par exemple les bouchons journaliers sur l'A31 entre Metz et Luxembourg ou entre Metz et Saarbrück, à cause du fait que notre mobilité est liée à la voiture et non pas à des transports plus écologiques. Nous voyons que nous avons du chemin devant nous et il est grand temps d'avancer. Merci, merci beaucoup. Je reviens vers vous, Pia Ims, puisqu'on a une autre question aussi qui me paraît très intéressante, puisqu'on est en France dans une réflexion sur les démarches de fin d'artificialisation des sols. La question qui vous est posée, c'est comment on protège la biodiversité et on va vers une fin des artificialisations des sols en transfrontalier. Grande question, n'est-ce pas? Bien, on y va si on partage déjà ensemble cette conviction à vérifier avec chaque élu en responsabilité.
C'est le cas pour l'exécutif de la métropole et je préside également le SCOTERS, le schéma de coopération de territoire de l'Eurométropole élargie à d'autres agglomérations, où cette thématique de la zéro artificialisation des sols vient maintenant très fort dans les débats et dans nos objectifs, mais à vérifier au cas par cas avec nos voisins allemands, et particulièrement, j'allais dire, les villes ou les métropoles où un exécutif plus écologiste est aujourd'hui à l'œuvre. Parce que les débats que nous aurons derrière cela, c'est quelle place laissons-nous encore ou non à des zones d'activité économique? Quel étalement urbain souhaitons-nous? Comment aujourd'hui sanctuariser, entre guillemets, un certain nombre d'espaces verts? Et on peut le faire à travers des plans d'urbanisme. Il existe des dispositifs juridiques qui permettent de le faire. Ça demande, je le répète, d'abord une volonté de partager cela. Mais ça me permet de reboucler avec les plans climat. Il suffira de regarder, d'approfondir les plans climat de nos voisins pour vérifier si cet objectif fort est bien inscrit dans leur volonté. Merci. Je reviens vers vous, Roland Tissot. On a plein de questions, donc c'est vraiment super et en plus qui sont très variées. Tout à l'heure, on parlait de la coopération Moselle avec la Sarre. J'ai bien retenu Mossart, pardon, sur la santé. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Quels sont peut-être les freins que vous avez pour l'instant qui pour permettre de justement d'aller vers plus d'intégration sur ces questions sanitaires? Bon, c'est d'abord l'objectif que je viens de décrire, que la question qui compte, si vous avez un patient X avec une maladie Y, ce n'est pas où est-ce qu'il habite ou bien quelle nationalité a-t-il, mais où est-ce que je trouve le plus vite que possible le soin le plus adapté. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est, quand je regarde la frontière franco-belge, est déjà beaucoup plus avancée que sur la frontière franco-allemande. Et c'est compliqué parce que vous avez à régler toutes ces questions juridiques, financières avec les assurances maladie, avec les deux systèmes sociaux qui ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne. Donc c'est hyper compliqué. Mais pour la réalité de nos concitoyens et pour leur objectif d'être le mieux traité dans les meilleurs délais, je pense que c'est un projet phare de la coopération transfrontalière parce que ça prouve que c'est vraiment utile pour, je dirais, la réalité de nos concitoyens. En cette période de pandémie, c'est peut-être encore plus facile à démontrer parce que, alors que nous avons eu ce réflexe du chacun pour soi pendant la première phase de cette fermeture de frontières qui était un vrai choc, pour les relations sociales, pour les relations économiques, pour tous ceux qui, comme nous, ont un cœur européen. Nous avons vraiment appris et nous avons tiré les bonnes leçons. Si je regarde aujourd'hui que nous échangeons chaque jour toutes les informations nécessaires des deux côtés de la frontière sur le développement de la pandémie, si je regarde que nous traduisons vraiment dans les meilleurs délais tous les documents nécessaires pour que les citoyens sachent ce qui s'applique dans l'autre pays. Si je regarde que nos polices travaillent ensemble au lieu de fermer la frontière, travaillent ensemble pour faire des patrouilles franco-allemandes dans nos centres-villes, bientôt à Saarbrück, entre la police du Land et la police française. Si je regarde qu'aujourd'hui, nous sommes très bien préparés et très coordonnés pour préparer l'accueil des patients français, pour mettre en œuvre un mécanisme de solidarité transfrontalier dans cette lutte contre la pandémie. Là, vous voyez qu'en période d'exception, dans laquelle nous sommes maintenant, nous sommes déjà très, très bons à coopérer quand on prend les bons réflexes. Et je vais ajouter une seule chose qui est pour moi le seul
le seul effet positif de cette pandémie, je ne sais pas si c'est la même chose, je m'en suis sûr que c'est la même chose entre le BAD et l'Alsace, mais chez nous, cette coopération transfrontalière n'a jamais été aussi étroite, aussi efficace, aussi marquée de confidence mutuelle entre nous que dans les mois que nous venons de vivre. Et je pense que si nous gardons cet esprit, ça sera un grand avantage pour tous les projets d'avenir que nous allons mettre en œuvre dans notre région frontalière. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage aussi très de confiance et puis de confiance en l'avenir. Je suis désolée parce que j'avais encore plein de questions, mais on va devoir arrêter maintenant. Merci à tous d'avoir participé à cette première table ronde très riche, ancrée autour de solutions, de projets concrets et qu'on voit qui font vivre le transfrontalier finalement au quotidien. Alors on va garder ce même esprit concret et de quotidien tout à l'heure et on se retrouve à 11h30 avec la deuxième table ronde de la matinée. Merci beaucoup à tous encore.